en audit, quand vous êtes en audit, on oublie quasiment les considérations d'âge. Ce qui compte, c'est le grade. C'est le grade qui définit si une personne ou quelle est l'attitude que vous avez à l'égard d'une personne, au-delà du fait que ce soit un être humain. Comment j'ai appris à diriger la génération avant la mienne? En fait, il y a de ça une dizaine d'années, j'ai vécu l'une des situations les plus difficiles de ma jeune carrière. Je venais d'être nommé directeur dans une entreprise de la place et je devais gérer une équipe de 4 personnes, dont 3 d'entre elles avaient entre 50 et 55 ans. Bref, c'était une autre génération, il y avait un gap de près de 15 à 20 ans entre eux et moi. En fait, ces personnes avaient participé à la construction de l'entreprise et moi j'arrivais avec mes diplômes, mon expérience de consultant, ma naïveté et je pense aussi une certaine forme d'arrogance. En fait, j'ai démarré la première réunion en disant les choses vont changer ici. Nous allons moderniser les processus, digitaliser les opérations, augmenter la productivité. Je vous assure, ce qui s'est passé après, c'est qu'il y a eu un silence pesant, respectueux en apparence, mais chargé de désapprobation. Et les mois qui ont suivi ont vraiment été difficiles. J'ai dû m'adapter pour rester et pour construire avec ces personnes. Et de là, en fait, j'ai tiré toutes les leçons que je vais partager avec vous. Comment diriger des personnes plus âgées que soi dans un continent où le respect des aînés est sacré? Pas ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Nous sommes dans la vie réelle. Dans la vie réelle, le respect, il est sacré. Et je pense pour moi, c'est une question que beaucoup de jeunes leaders se posent. Comment concilier la formation entre guillemets moderne, votre vision de changement, de transformation du département de la direction, l'urgence ou la pression digitale de transformation de réorganisation avec l'expérience, les attentes légitimes de ceux qui étaient là bien avant vous, mais surtout qui ont un certain âge. Aujourd'hui, moi, je vais vous partager ce que j'ai appris, parfois dans la douleur, toujours dans l'humilité pour diriger la génération X. Et pourquoi ces leçons-là font de moi un meilleur leader? Commençons par le début. C'est quoi la génération X? En fait, ce que j'appelle en Afrique notamment la génération X, c'est la génération des personnes qui sont nées entre 1965 et 1980. Ce sont des personnes qui ont aujourd'hui, grosso modo, entre 45, 60, 65 ans. On les appelle parfois la génération sandwich, celle qui est coincée entre les baby boomers et les milléniaux. Elle est souvent ignorée dans les débats générationnels. Mais en Afrique, en fait, c'est une génération particulière. C'est une génération qui mérite d'être honorée. Pourquoi? En fait, elle est née dans la décennie qui a suivi les indépendances. Ce sont leurs parents qui ont construit la nouvelle nation. Ils ont grandi très souvent dans l'instabilité politique, les transitions difficiles, les régimes autoritaires. Ils ont vécu les grosses crises économiques majeures en Afrique, les programmes d'ajustement des années 80, la dévaluation du franc CFA. Ils ont vécu la transformation sociale, l'exode rural, l'urbanisation rapide et les bouleversements des structures traditionnelles. Ils ont regardé d'un peu plus loin l'émergence technologique. Ils sont passés de la machine à écrire à l'ordinateur, du téléphone fixe au smartphone. En fait, cette génération a plusieurs valeurs dominantes qui ont été forgées dans l'adversité. La première, c'est la loyauté institutionnelle. En fait, ils croient dans l'engagement à long terme envers l'organisation. La seconde valeur, c'est le respect de la hiérarchie. Ils sont énormément respectueux des structures, des titres, et l'ancienneté pour eux, ça a un sens. Et c'est une génération qui croit au travail acharné. Ils ont appris que rien ne vient facilement. C'est aussi une génération pragmatique qui est beaucoup moins idéaliste et plus réaliste parce qu'ils ont vu trop de promesses non tenues. C'est une génération qui est très autonome. Ils aiment se débrouiller seuls. Ils ont appris énormément à bricoler. Elle est stable. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ils changent très peu d'entreprises. S'ils sont encore dans votre entreprise ou dans une entreprise, ils vont généralement aller jusqu'à la retraite. Aujourd'hui, un peu plus de 20% de la force de travail africaine est composée de la génération X. Mais surtout, ils occupent la majorité des postes de direction intermédiaire et supérieurs dans les secteurs publics et privés. Ce sont les managers, les directeurs techniques, les chefs de département et ainsi de suite. Et ce sont ceux que vous, jeunes leaders, vous allez sans doute devoir diriger. Ou plutôt, ceux dont vous allez mériter le suivi. Quels sont les défis que l'on rencontre souvent et que moi j'ai rencontrés lorsque on lead la génération X? Le premier défi, c'est la résistance liée à l'âge. En fait, cette résistance est parfois explicite, du genre « tu es mon petit frère de 10 ans ». Mais elle est très souvent implicite, sont très fun en soi. Mais ça se voit dans les regards échangés pendant que tu parles, dans les silences prolongés après des questions, dans les 8 chefs qui ne se traduisent jamais en action, dans les décisions que tu prends qui ne sont jamais mises en œuvre, dans des commentaires du genre « ce jeune-là, il pense que parce qu'il étudie en Europe, il connaît les réalités de l'Afrique ». Le deuxième défi, c'est qu'ils ont de très fortes attentes en matière de respect formel. C'est quelque chose qui est inscrit dans nos cultures africaines. Le respect des aînés, c'est pas une option, c'est une valeur fondamentale. Et moi, j'ai grandi au Cameroun où j'ai fait mes études, mais j'ai ensuite fait ma carrière en cabinet d'audit. Comme je vous l'ai souvent dit, pour moi, c'est l'armée version corporate. Et en fait, en audit, quand vous êtes en audit, on oublie quasiment les considérations d'âge. Ce qui compte, c'est le grade. C'est le grade qui définit si une personne ou quelle est l'attitude que vous avez à l'égard d'une personne, au-delà du fait que ce soit un être humain. Donc, ça diffère complètement des valeurs ou des principes
principes qui tournent autour de l'âge. Donc quand je suis revenu donc en entreprise, j'avais un leadership qui était un mélange autoritaire et cool. Donc strict dans le respect de la hiérarchie déterminée par le grade, donc le tutoiement, les open space, brainstorming décontracté, appel par les prénoms. Mais pour la génération X, par contre, le respect passait par le vouvoiement ou alors les formes de politesse traditionnelle, l'usage du titre, monsieur le directeur. Ouh, ça m'a fatigué. Ou monsieur. Ils aiment bien le protocole pendant les réunions. Qui parle en premier? Comment est-ce qu'on s'adresse aux supérieurs? Ils aiment la reconnaissance publique de l'ancienneté. Imaginez dire, Jean, passe à mon bureau quand tu as 2 minutes. Puis, avoir un entretien avec les RH, car Jean s'est plaint. Non pas pour le contenu, mais pour la forme. Ce jeune me parle comme un boy, avait-il dit. En fait, je l'avais blessé sans même m'en rendre compte. Le défi numéro 3, c'est celui vraiment de la mise en œuvre de la communication indirecte, tandis que le jeune que j'étais pratiquait beaucoup la communication indirecte. Face à un projet, par exemple, qui n'avançait pas, lorsque j'étais beaucoup moins expérimenté, j'aurais dit « Qu'est-ce qui ne va pas avec ce projet ?» Et l'équipe allait me dire « Tout va bien ». Puis, le projet, le rapport, tout être bloqué quelques semaines après. En fait, c'est que cette génération-là évitait très souvent la confrontation directe par respect. Ils ne disaient pas non, ils disaient on va voir, on va faire de notre mieux, ou simplement rien. Et l'une des choses que j'ai appris, c'est à détecter les signaux de désaccord subtils, comme les silences prolongés, le vous avez raison mais, et c'est le mais qui est plein, hein. Le vous avez raison il est vide, le mais il est plein. Ou encore les réunions après les réunions, c'est-à-dire ils se regroupent, vous les sentez discuter du sujet dont vous avez parlé pendant la réunion. Et enfin, une exécution ralentie ou incomplète. Le défi numéro 4 auquel on est confronté, c'est le rapport différent qu'ils ont non seulement à la technologie, mais aussi au rythme de travail. C'est vrai que c'est une génération qui a beaucoup travaillé, mais rendue à cet âge-là. Et je le vois personnellement aujourd'hui, quand vous êtes rendu à un certain âge, vous n'avez plus envie de courir après certaines heures. Mes messages que j'envoyais à 17h alors que la journée s'achevait à 18h là, gars, c'était pour moi. Et surtout, je le faisais pour des deadlines le lendemain matin. Ça là, c'était pour moi. J'ai appris à être patient. Toutes des réponses que je voulais de façon instantanée, ça arrivait parfois, très souvent, ça n'arrivait pas. Quand je parlais de disruption, pivot, d'agilité, c'était pour moi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à leur époque, les rapports s'écrivaient à la main, puis se sont tapés aux machines, et enfin à l'ordinateur. Une décision prenait des semaines de consultation. La stabilité, c'était synonyme de professionnalisme. Alors que dans notre génération, le rythme effréné, c'est la norme. Pour eux, c'est le chaos. Donc, ma demande de flexibilité permanente ressemblait pour eux à l'improvisation. J'ai dû apprendre à fonctionner et à marcher à leur rythme. Pas complètement, parce que en fait, l'idée, c'était de m'habiller comme des Romains, mais pour pouvoir les faire marcher comme moi. Et ça, je peux vous assurer que les relations se sont énormément améliorées avec eux entre ma prise de fonction jusqu'à leur départ de l'entreprise. J'ai compris des leçons fondamentales que j'ai reliées avec des enseignements que j'ai reçus par la suite, notamment de John Maxwell au travers de son livre « Les 21 lois irréfutables du leadership ». Il partage notamment dans ce livre la loi du respect, qui stipule que les gens suivent naturellement les leaders plus forts que nous. Mais voilà le piège en fait, c'est que moi j'avais confondu la force avec la jeunesse, la modernité ou la formation académique. Tandis que lorsque je regardais John Maxwell, il explique qu'il y a 6 qualités qui génèrent du respect en leadership. Le leadership naturel, le respect des autres, le courage face aux décisions difficiles, le succès démontré, la loyauté et surtout la valeur ajoutée aux autres. J'avais peut-être le point 1, 3 et 4, mais j'avais surtout échoué au point 2, 5 et 6. Voici les 4 leçons que j'ai apprises, parfois dans les larmes, mais toujours dans l'humilité. C'est que le respect, notamment avec cette génération-là, précède l'influence. John Maxwell a dit que la véritable mesure du leadership, c'est l'influence, rien de plus, rien de moins. En Afrique, l'influence se construit, non pas comme en Occident, mais elle s'appuie principalement sur le respect. Vous ne pouvez pas transiger. Et ce respect-là, non seulement vous devez le donner, mais vous devez le mériter. Il faut d'abord leur donner le respect pour mériter le respect. Et je ne parle pas du respect superficiel, parce que ça, ils s'en rendent bien compte. Je parle du respect profond. Respect pour leur expérience, respect pour ce qu'ils ont construit avant vous, respect pour les sacrifices qu'ils ont fait pour l'organisation, respect pour leur façon de voir le monde. Vous devez les respecter pour être respecté. La leçon numéro 2, c'est que l'humilité crée l'autorité. Lorsque j'étais consultant, pour moi, l'autorité venait du titre, du diplôme, de la performance. Parce qu'en plus, c'est la performance qui vous permettait de passer en grade. Mais j'ai appris avec eux que l'autorité venait de l'humilité. Et c'est quelque chose qui, je crois, est inscrit dans plusieurs cultures africaines. Dans plusieurs cultures africaines, en fait, l'humilité implique celui qui sait, celui qui guide, aussi celui qui écoute les sages. En fait, cette génération-là, elle ne suit pas quelqu'un qui sait tout. Elle suit quelqu'un qui reconnaît qu'il ne sait pas tout, quelqu'un qui les consulte. Et donc, quand j'ai commencé à dire, ah, tenez, ici, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez m'apprendre? Surtout qu'ils avaient des choses à apprendre, ils avaient
des choses à m'apprendre et moi, j'avais des choses à apprendre. Leçon numéro 3, valoriser l'expérience avant d'imposer la vision. C'est quelque chose dont John Maxwell parle. Il dit que les leaders touchent le cœur avant de demander la main. Lorsque je suis arrivé, j'avais ma vision. Je voulais transformer. J'avais la solution. Mais avec eux qui avaient vu des dizaines de jeunes passer avec de grandes idées échouer, ils avaient vécu des transformations ratées, des projets monés, des promesses non tenues. Ma vision, en fait, n'avait pas plus de valeur que le papier sur lequel elle était écrite. Ce qu'ils attendaient, c'est que cette vision soit confrontée à la réalité. Et là où j'ai réussi, c'est que cette vision, je l'ai construite sur leur expérience, avec leur expérience et non pas contre eux. Leçon numéro 4, adapter son style. Ça, c'est le leadership situationnel. Celui qui a été développé par Hensey et Blanchard, qui nous enseigne qu'il n'existe pas un seul style de leadership universel. En fait, avec la génération Z ou les millénials, je peux être participatif, horizontal, rapide. Mais avec la génération X, je dois être plus consultatif, structuré, plus patient, plus formel. En tout cas, au début, du moins, c'était indispensable. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'intelligence émotionnelle. Adapter son style ne veut pas dire que vous renoncez à la vision. Cela veut dire que vous augmentez vos chances de la réaliser en onboardant les personnes avec lesquelles vous travaillez. Bon, assez de mon expérience ou assez de théorie. Voici ce que j'ai mis en place et qui a marché, ce qui a transformé mon équipe de résistants silencieux en partenaires engagés. Je leur ai donné plus la parole avant de donner des directives. Avant de comprendre cela, je disais, jamais ce qui se passait, ce que je disais, voilà le nouveau plan à mettre en place, on fait comme ceci, on va faire comme cela. Après, ce que j'ai commencé à faire, c'est de dire, j'ai identifié tel ou tel problème, notamment dans le suivi des opérations, dans l'audit de telle ou telle chose. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, comment vous voyez la solution? Quelles sont les possibilités? Et c'est après qu'éventuellement, j'introduisais la solution à laquelle j'avais pensé. Et si quelqu'un avait pensé à la même solution, c'était tant mieux. Comme ça, ça devenait leur solution. Stratégie numéro 2, co-construire les décisions, pas juste consulter. En fait, il y a une différence entre consulter, qui veut dire littéralement, voici ma décision, qu'en pensez-vous? C'est une illusion de participation. Co-construire, en fait, consiste à partir du défi. Voici le défi. Quelle est la solution? Le processus ici est légèrement plus lent, mais l'adhésion est multipliée. Troisième stratégie, reconnaître publiquement les expériences. En fait, dans nos cultures africaines notamment, l'honneur, il est public, il n'est pas caché. J'avais très souvent des rituels de célébration pour chaque réalisation, commençant par les plus petites. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux choses. Leur statut a été restauré dans l'entreprise, parce que bon, c'est les personnes qui avaient un certain statut glorieux avant et qui avaient un statut moins important au moment où je suis arrivé. Ils sont devenus des sages, je vais dire ça littéralement, dans l'entreprise, parce que bon, je mettais en avant leur réalisation, mais je pouvais vous assurer que leur esprit de débrouillardisme m'a beaucoup sauvé. L'une des choses que j'ai faites pour y arriver, c'est de créer des titres honorifiques, experts techniques de, référents de, responsables de, les inclure dans les décisions stratégiques, même si c'était à titre consultatif. Quatrième stratégie, j'ai introduit des changements progressivement. Comme dans le contexte dans lequel on était, ils avaient vécu beaucoup de bing bang ratés et qu'ils étaient devenus allergiques aux révolutions brutales, j'ai appris à le faire par étapes. Cinquième stratégie, maîtriser le langage du respect. J'ai appris à communiquer. Avant, par exemple, j'aurais dit, Paul, j'ai besoin que tu me fasses ce rapport pour demain. Après avoir compris cela, qu'est-ce que je disais? Monsieur Paul, j'ai conscience que vous avez beaucoup de dossiers en cours. J'aurais besoin de votre expertise sur ce dossier. Serait-il possible de le préparer pour demain ou préférez-vous que nous trouvions ensemble un délai réaliste? Quelle est la différence? Le respect, son titre, monsieur, son expertise, son autonomie, serait-il possible? Sa réalité, délai réaliste. Et pendant les réunions, par exemple, je disais la formule, j'aimerais m'appuyer sur votre expérience pour. J'ai appris à éviter de contredire frontalement, mais plutôt à créer des ponts. Du genre, c'est un point intéressant, je me demande si on pouvait aussi considérer. Sixième stratégie, démontrer de la loyauté avant de demander la performance. Vu que c'est quelque chose qui valorisait beaucoup, la loyauté, j'ai commencé à montrer ma loyauté en les défendant autant que c'était possible et nécessaire auprès de la direction, même quand ils avaient tort, en prenant ma part de responsabilité en tant que leader, en investissant dans leur formation, même pour des compétences qui n'étaient pas immédiatement rentables. J'ai appris aussi à respecter leurs besoins d'équilibre vie perso-vie pro, à ne pas les déranger après les heures de travail ou encore les week-ends. Donc voilà tout ce que j'ai fait qui pour moi ont changé la relation que j'avais avec ces personnes de la génération X. Et donc s'il y a une chose à retenir au thème de cette vidéo, c'est que la génération X demande une maturité émotionnelle importante parce que nous devons jongler entre le respect des traditions, l'innovation, la simplicité, entre la hiérarchie culturelle, la collaboration moderne, entre la sagesse des anciens et leur stabilité, avec l'audace notamment des personnes plus jeunes, entre leurs attentes et les exigences d'un monde qui change. C'est difficile. En tant que leader, ça va vous demander beaucoup. Mais je crois que c'est le fait d'y arriver qui va faire de vous ou qui fait de nous des leaders d'exception. Diriger une génération plus âgée, ça nous forge le caractère parce que ça nous oblige à tuer notre ego. Vous n'êtes pas
le plus intelligent de la pièce, à développer votre patience. Le changement prend du temps. À affiner votre communication. Ah oui, avec chaque mot compte. À bâtir l'humilité. Vous avez besoin d'eux autant qu'ils ont besoin de vous. Il faudrait que vous le compreniez si vous voulez avancer. Vous pouvez les diriger avec respect et efficacité. Et si vous pouvez les diriger, vous pouvez diriger n'importe qui. Voici les erreurs à éviter. Ne faites jamais ceci. Ignorez leur contribution passée. Pensez que tout ce qui a été fait avant vous est nul. Au lieu de construire des fondations solide, vous êtes en train de détruire. Imposer un changement par décret, ça c'est l'autre chose que vous ne devez pas faire. Dire par exemple, c'est comme ça qu'on fait maintenant, adaptez-vous. Au lieu de dire, voilà où nous devons aller, comment arrivons-nous ensemble. Ensuite, les exclure des décisions stratégiques. Ne leur donnez surtout pas l'impression que ce sont les jeunes qui décident et les vieux exécutent. Utilisez les éléments de l'expérience. Ne leur manquez pas de respect formel. Ça, c'est l'autre chose à ne pas faire. Ne pensez pas que vous êtes tous égaux, qu'il n'y a pas besoin de protocole. Enfin, ne comparez pas leurs méthodes défavorablement. Vous savez, leurs méthodes ont fait leur preuve en leur temps. Elles ne sont peut-être plus adaptées, mais à l'époque, elles étaient. Voilà 3 règles d'or avec lesquelles je vous laisse. Pour vous qui voulez diriger la génération X. Écoutez avant de parler. Ils ont vu des choses que vous ne verrez jamais. Leur mémoire institutionnelle va énormément vous aider. Respectez avant d'exiger. Le respect, ce n'est pas une option en Afrique. Malgré tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, c'est la monnaie du leadership. Co-créer avant d'imposer. Votre vision sera 100 fois plus puissante si elle intègre leur sagesse. Mon défi pour vous, dans les prochaines 48 heures, je vous mets au défi de faire ceci. Identifiez une personne de la génération X dans votre équipe ou dans votre organisation. Demandez-lui un rendez-vous de 30 minutes, pas pour parler de travail, mais pour l'écouter. Posez-lui des questions. Quelle est la leçon la plus importante de son parcours et qu'est-ce qu'elle a appris? Demandez-lui qu'est-ce qu'elle aimerait que les jeunes leaders comprennent sur le leadership. Demandez-lui si elle a un conseil à vous donner. Écoutez, franchement, écoutez vraiment sans défendre, sans expliquer, sans préparer votre réponse. Remerciez-la publiquement par email et appliquez au moins une de ces suggestions pendant les prochains jours. Ça va énormément vous aider. Si cette vidéo résonne en vous, partagez-la. Identifiez un jeune leader qui doit absolument la regarder. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'identifier éventuellement une personne de la génération X qui mérite d'être nourrie. Vous pouvez aussi me partager votre expérience. Comment avez-vous appris à diriger une génération plus âgée?